Bonjour à tous, dans ce chapitre nous allons parler d'énergie des phénomènes mécaniques. Mais d'abord regardons une petite animation. Dans cette animation, nous allons suivre pas à pas un train qui va se déplacer sur des rails et qui va suivre en fait un trajet qui lui est imposé par les rails. Nous allons parler et nous allons regarder comment évolue son énergie cinétique, son énergie potentielle et son énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Ce sont des notions que vous avez déjà rencontrées au collège et vous avez déjà vu les formules permettant de calculer cette énergie cinétique et cette énergie potentielle. L'énergie cinétique est liée à la vitesse. Nous reverrons la formule. L'énergie potentielle va être liée à la hauteur de l'objet, à l'altitude de l'objet par rapport à un point de référence qui est ici le point de départ. L'énergie mécanique, comme vous le voyez, va être la somme des deux. Donc regardons comment varient ces différents types d'énergie au cours du trajet de notre train. Donc le train démarre, vous voyez qu'il commence par monter. En montant, on observe quoi? Eh bien qu'il va assez doucement, donc il va avoir une faible énergie cinétique et une grande énergie potentielle. Donc on part d'un moment où il était à l'arrêt jusqu'à un moment où il va avoir gagné une grande quantité d'énergie. Cela signifie qu'il a fallu lui fournir cette énergie. Comment est-ce qu'on a bien pu fournir cette énergie à notre système? On peut penser qu'on va utiliser un moteur au niveau de notre train ou alors au niveau des rails, un système qui va permettre de faire monter le wagon en haut du rail. Regardons ce qui se passe sur la suite du trajet. Le wagonnet va descendre ensuite et quand il descend, il perd de l'énergie potentielle et augmente son énergie cinétique. L'énergie potentielle ne va pas tout à fait à zéro, puisqu'il n'est pas revenu tout à fait à sa position initiale. Au cours du trajet, on voit donc des variations de l'énergie potentielle et des variations de l'énergie cinétique. Vous voyez que ces énergies varient en sens inverse, c'est-à-dire que quand le système va gagner de l'énergie cinétique, il perd de l'énergie potentielle et inversement, et ça durant tout le trajet. Regardons maintenant ce qui se passe. Notre système est quasiment arrivé au point où il est parti. Et là, qu'est-ce qu'il va devoir faire? On va devoir le ralentir. Vous voyez qu'il a quand même encore une importante énergie cinétique. Donc, pour qu'il arrive à se garer, c'est-à-dire à s'arrêter, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, il va falloir freiner. Et quand on freine, on voit qu'il y a diminution de l'énergie cinétique et donc de l'énergie mécanique et de l'énergie potentielle puisqu'il revient à son point de départ. Ce qui signifie que ces différentes formes d'énergie, énergie potentielle, énergie cinétique, sont liées entre elles, mais sont également liées aux forces qui vont s'exercer sur le système. C'est elles qui vont permettre l'apport d'énergie au départ pour mettre l'objet en mouvement, mais ce sont elles également qui, à la fin, à l'aide des freins, vont pouvoir enlever une partie de l'énergie. Ce qui signifie, et c'est ce que nous allons voir dans cette leçon, que travail d'une force, puisqu'une force, on va dire qu'elle travaille, et énergie sont intimement liées. Nous venons donc de voir qu'en mécanique, c'est-à-dire lorsqu'on étudie un mouvement, il existe deux formes d'énergie. L'énergie cinétique qui est liée à la vitesse d'un corps et l'énergie potentielle qui est liée à la position d'un corps. On parle également d'énergie potentielle de position. Dans tout ce chapitre, on va considérer un système comme étant modélisé par son centre d'inertie, également appelé son centre de gravité. C'est-à-dire que pour un train, on regardera bien le centre du train et on va considérer que toute la masse du train est concentrée en ce point-là. On travaillera tout le temps dans ce chapitre-là, dans le référentiel terrestre. Donc commençons par quelques petits rappels sur l'énergie cinétique et nous allons ensuite découvrir une nouvelle notion qui est le travail d'une force. Donc au collège, vous avez déjà parlé d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un système
qui est modélisée par un point matériel du fait de son mouvement dans un référentiel donné. Cette énergie cinétique dépend de la masse et de la valeur de la vitesse du système. Pour la calculer, on va donc utiliser la relation EC, l'énergie cinétique, est égale à 1,5 multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré. L'énergie cinétique, comme toutes les énergies, s'exprime en joules. La masse, c'est la masse du système étudiée en kilogrammes. Et V, qui va être la vitesse du système, va s'exprimer en mètres secondes de moins 1. Il est facile de se rendre compte de cette notion d'énergie cinétique. Par exemple, tout le monde a bien compris que la distance d'arrêt d'un véhicule va dépendre de sa vitesse, également de la nature du contact entre le sol et les pneus des roues. Si vous êtes sur une surface qui est glacée, vous n'aurez pas les mêmes distances d'arrêt que si vous êtes sur un sol sec. De même, un véhicule qui roule à 80 km/h ne va pas avoir la même distance d'arrêt que s'il était à 50 km/h. Donc, les distances d'arrêt, nous pouvons le voir au niveau du document qui se trouve ici. Les distances d'arrêt vont dépendre de la vitesse à laquelle on se trouve. Sur ce document, vous pouvez vérifier quelles sont les distances d'arrêt en fonction de la vitesse. Donc, à chaque fois qu'on cherche à s'arrêter, il y a une première distance parcourue, on va dire, qui est incompressible, puisque c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction qui est estimé de manière moyenne à 1 seconde. Et ensuite, une fois que le temps de réaction est passé, c'est-à-dire qu'on commence à appuyer sur la pédale de frein, eh bien, si on roule à 50 km/h, il s'écoule 12 mètres avant que la voiture s'arrête. À 90 km/h, il va s'écouler 45 mètres et à 130, 93 mètres. Pourtant, la force que l'on exerce sur la pédale de frein et donc que les freins exercent sur les roues va être exactement la même. Mais il va falloir plus de temps pour évacuer l'énergie qui a été accumulée par le véhicule, cette énergie étant l'énergie cinétique. Donc, lors d'un freinage, l'énergie cinétique est convertie en énergie thermique. Plus la vitesse est importante, plus la distance de freinage sera importante. Dans le cas où il y a un choc, la carrosserie de la voiture va permettre d'absorber l'énergie par déformation, mais là également, plus la vitesse est importante, plus l'énergie est importante, plus la déformation de la carrosserie va être importante. Parlons maintenant de cette notion de travail d'une force constante. Quand une force agit sur un objet, eh bien, on va dire que cette force, elle va exercer un travail. Et ce travail va tout simplement correspondre à l'énergie échangée avec l'objet pendant son mouvement. Regardons ce premier exemple. Un homme tire un wagonnet sur une distance petit d donnée en exerçant une force constante grand F. Donc, quand on regarde attentivement les trois situations, nous avons ici notre wagonnet. Le wagonnet est tiré sur des rails par un homme qui va exercer la force F qui est là. Et ce, sur une distance petit d. C'est-à-dire que le but est de faire parcourir la distance petit d à ce wagonnet. Les deux situations suivantes, situation numéro 2 et situation numéro 3, sont différentes puisque vous voyez que dans la situation 2 et la situation 3, la distance petit d à parcourir va être plus grande et dans la situation 3, par rapport aux deux précédentes, eh bien, on a une masse qui est posée sur le wagonnet. En observant donc bien attentivement ces trois situations, répondez aux questions 1 et 2 en dessous. La question Q1 vous demandez si l'effort fourni par l'homme est le même dans chaque situation justifiée. Donc bien évidemment, vous avez répondu non, l'effort ne sera pas le même. Plus la masse du wagonnet est importante, plus l'effort devra être important. De même, pour une distance à parcourir grande, eh bien, il faudra fournir un effort plus grand. La question numéro 2 vous demande dans quelle situation l'effort fourni par l'homme sera le plus important. Eh bien, ça sera forcément la situation 3, puisque à la fois vous avez une masse importante et une distance à parcourir importante. À l'aide de cet exemple, on peut donc dire que le travail de la force grand F va être proportionnel à la distance que doit parcourir l'objet.
Regardons maintenant ce deuxième exemple. Donc on a les mêmes situations que précédemment, c'est-à-dire le même wagonnet qui avance sur des rails, sauf que cette fois-ci, eh bien, les forces qui vont s'exercer sur le wagonnet ne vont pas avoir le même angle d'inclinaison. La force que l'on notera F1 va s'appliquer avec un angle alpha sur le wagonnet, la force F2 va s'appliquer avec un angle bêta. Ces deux forces F1 et F2 ont la même intensité, c'est-à-dire la même valeur en newton, et le wagonnet doit parcourir la même distance petit d. Je vous laisse essayer de répondre aux questions 3 et 4. La question Q3 vous posez la question: dans quelle situation le wagonnet aura-t-il le plus de mal à se déplacer sur la distance petit d? Il fallait répondre dans la situation 2, car vous voyez que l'angle bêta est plus important que l'angle alpha, c'est-à-dire que la force que l'on exerce va avoir moins d'effet sur le mouvement du wagonnet que dans la première situation. Donc forcément, eh bien, le travail exercé par chaque force est-il identique dans les deux situations? De quoi dépend-il? Eh bien non, il fallait répondre que le travail et donc l'énergie échangée va être plus important dans la première situation. On peut donc conclure que le travail va dépendre de l'angle qui va s'exercer entre la force exercée et la direction du déplacement. Regardons maintenant l'exemple 3 qui consiste à pousser une voiture. Donc le but est de pousser une voiture sur la distance AB. Nous avons plusieurs personnages qui exercent une force sur cette voiture. Les forces vont toutes avoir la même norme, mais par contre, elles ne s'exercent pas de la même manière sur le véhicule. Mettez en pause et répondez aux questions. La question 5 vous pose la question du personnage qui exerce un travail nul. Un travail va être considéré comme nul lorsque la force qui va s'exercer sur le véhicule ne va pas agir pour aider ou pour contrarier son mouvement. Donc là, le personnage qui n'aide pas et qui non plus ne s'oppose pas au mouvement est le personnage numéro 3. La force F3 ne va donc pas travailler. Quels sont les personnages qui exercent un travail qui va aider le déplacement du véhicule du point A vers le point B? Eh bien, ce sont les personnages 1 et 2 qui vont aider à ce déplacement. On dira que leur travail va être moteur. On le voit tout simplement parce que les angles entre la force exercée et la direction du trajet AB sont des angles aigus, inférieurs à 90 degrés. Le personnage 3 avait une force qui ne travaillait pas, tout simplement parce que la direction de la force était perpendiculaire à la direction du déplacement. Quel est le personnage qui exerce un travail qui va s'opposer, qui va résister au mouvement souhaité? Eh bien, c'est le personnage 4, puisque vous voyez bien que la direction de la force qu'il exerce va être de sens opposé à la direction du mouvement souhaité. On va dire que son travail à ce personnage est résistant. Pour conclure, on peut donc noter que quand on a un système qui se déplace d'un point A à un point B qui est soumis à une force, eh bien il va recevoir du fait de cette force une énergie qu'on appelle travail de la force F sur le déplacement AB. Ce travail va se noter W, c'est le symbole du travail. Donc W sur le déplacement AB de la force grand F étant une valeur vectorielle, on met une flèche sur le grand F. Le travail va toujours être une grandeur que l'on appelle une grandeur algébrique. Algébrique, ça veut dire que le travail va pouvoir être positif, négatif ou bien égal à 0. Lorsque le travail sera positif, on va dire qu'il est un travail moteur, il va aider au déplacement. Lorsqu'il est négatif, on va dire qu'il est résistant, il s'oppose au déplacement. Et lorsqu'il est égal à 0, on dit qu'il est nul, la force ne travaille pas. Le travail de AB d'une force constante grand F va être le produit scalaire, c'est-à-dire le produit de deux vecteurs, entre la force et le déplacement AB. Ce que l'on peut noter également comme étant le produit de la norme, de la valeur de la force, par la longueur du déplacement,
par le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Grand F sans la flèche ici va donc correspondre à la norme, l'intensité de la force grand F. Une norme s'exprime en newton. AB va correspondre à l'intensité, à la longueur du vecteur déplacement AB. Et alpha, qui se situe ici, que l'on retrouve sur le schéma, ça va être l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F qui se trouve ici. Le travail va donc pouvoir prendre trois types de valeurs. Soit il va être positif quand on a un angle entre F et AB qui est compris entre 0 et 90 degrés. Cela va impliquer que le cosinus de cet angle va être compris entre 0 et 1. On aura donc, d'après la formule qui se trouve là, une valeur positive multipliée par une valeur positive, multipliée également par une valeur positive. C'est pour ça que le travail sera positif. On a alors une force qui favorise le déplacement et le travail sera qualifié de moteur. L'énergie qui est transférée par le travail au système sera donc positive, le système va gagner de l'énergie. Par contre, dans le cas où on a un angle qui est égal à 90 degrés, à ce moment-là, on va avoir un travail qui va être nul. Tout simplement parce que quand l'angle est égal à 90 degrés, eh bien le cosinus de cet angle-là va être égal à 0. Le produit de tous ces termes-là va donc être nul, la force n'a pas d'effet, le travail est donc nul, l'énergie transférée par le travail au système sera également nulle. Dans le cas où on a un angle qui est supérieur à 90 degrés, notre angle alpha qui est là, on va avoir un travail qui va être négatif. Tout simplement parce que l'angle est compris alors entre 90 et 180 degrés. Cela veut dire que le cosinus de cet angle est compris entre 0 et moins 1. Le terme cosinus alpha sera donc toujours une valeur négative. Le travail sera donc négatif. La force ne va pas favoriser le déplacement, le travail va être dit résistant, l'énergie transférée par le travail au système sera négative, le système va perdre de l'énergie. Pour bien comprendre cette notion de produit scalaire de deux vecteurs, je vous encourage à lire ce petit point maths. Les forces qui s'appliquent sur le système, et plus particulièrement le travail de ces forces, va donc être directement en lien avec l'énergie de notre système, et donc l'énergie cinétique, et donc la vitesse du système. Si toutes les forces appliquées au système exercent un travail moteur, alors la vitesse du système va augmenter. Il existe donc un lien entre la variation de vitesse du système et la somme des forces qui s'exercent. Ce lien, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui était l'expression approchée de la seconde loi de Newton. Le théorème de l'énergie cinétique va également nous permettre de relier la force à la variation de vitesse, mais cette fois-ci sous l'aspect énergétique. C'est-à-dire que l'on va considérer la variation d'énergie cinétique et on va considérer le travail des forces qui va s'exercer sur le système. Le théorème d'énergie cinétique que nous allons écrire maintenant est que la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent sur le système entre A et B. L'énergie cinétique va s'exprimer en joules, le travail va également s'exprimer en joules. On peut donc l'écrire sous la forme delta EC, delta veut dire variation, c'est-à-dire EC final moins EC initial. Le point final, c'est le point d'arrivée, c'est le point B. La position initiale, c'est le point A. Donc delta EC est égal à ECB moins ECA, l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, est égal à la somme, ce signe-là veut dire somme mathématique, du travail sur la distance AB des forces qui vont s'exercer sur le système. Avec l'énergie cinétique en joules, le travail en joules. Dans cette première partie du chapitre, nous avons donc vu ce qu'est le travail, ce qu'est l'énergie cinétique et comment on peut relier ces différentes notions entre elles. Le théorème de l'énergie cinétique va nous permettre de déterminer
En connaissant le travail des différentes forces qui s'exercent, quelle va être la vitesse à travers l'énergie cinétique d'un point, que ce soit le point d'arrivée ou que ce soit le point de départ, c'est ce que vous allez voir dans les différents exercices.